Le dialogue politique de retour, des mois de suspension et voici l'opposition et la majorité autour d'une même table. Des négociations fructueuses, c'est ce qui est espéré au sorti de ces échanges, attentes et engagements en ouverture d'édition. Moderniser l'état civil par la digitalisation, nouvel engagement du Burkina soutenu par l'UNFPA, question abordée en marge de la 76e Assemblée générale des Nations unies par un panel. Rendez-vous au cours duquel la voix du Burkina apportée par visioconférence. Nous vous en faisons écho dans une poignée de minutes. Dans ce journal, tapis rouge à la commune rurale de Gourcy et c'est votre rendez-vous mensuel, une semaine à carte postale et historique. C'est le menu du premier épisode de la découverte. On en parle dans cette édition. Report possible des élections au Mali, une alternative non exclue par le Premier ministre. Le calendrier fixé par la CEDEAO ne tiendrait pas compte de certaines réalités terrain. Une annonce faite à 5 mois des législatives et présidentielles. Voici décliné le menu de ce 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Reprise ce matin du dialogue politique entre opposition et majorité, des mois de suspension et voici la classe politique de nouveau réunie, cette fois-ci autour de Vincent Dabilgou et du chef de file de l'opposition. Tous espèrent en une issue favorable après les échanges, les développements avec Adama Guiti et Vincent Kenrobego. La classe politique burkinabé renoue avec le dialogue après une suspension de plus de 3 mois. L'opposition est emmenée par Edi Kombouego. Après une suspension, nous avons demandé, les conditions que nous avons demandées ont été respectées. Le ministre de la Défense et celui de la Sécurité seront tous là ce matin pour qu'on en discute d'abord sur la sécurité et ensuite on reviendra sur la réconciliation nationale avant d'avancer sur les autres dossiers. Et la majorité présidentielle, conduite par Vincent Dabilgou, en lieu et place de Simon Compaoré qui vient d'entamer le premier jour de sa retraite politique. Ils ont trouvé que les revendications qu'ils avaient posées pour reprendre le dialogue, je pense qu'ils croient que nous avons essayé d'aller dans le sens d'une certaine forme de résolution des points qui étaient donc en discussion. Et aujourd'hui, nous devons nous réjouir que dans notre pays, la capacité de dialogue, la capacité de travailler ensemble revienne comme étant un ciment, une sorte donc de nécessité pour que nous puissions ensemble construire notre pays. Et il y aura naturellement un point sur la situation nationale, les questions essentielles de l'heure, savoir la question sécuritaire, la question de la réconciliation nationale. Puis il y aura également les discussions sur la relecture à minimum du code électoral pour permettre d'adopter de manière consensuelle un certain nombre de dispositions qui vont entrer dans le cadre du déroulement vers les élections municipales et régionales de mai 2022. Dans la salle polyvalente de la présidence du Faso, le décor est planté. Opposition et majorité reprennent les discussions là où elles les avaient laissées. Les deux coprésidents prennent la parole. Edi Kombouego en premier. Ce dernier demande tout de suite une suspension pour permettre à l'opposition de se concerter et de se prononcer sur le changement intervenu à la coprésidence du dialogue politique. Car selon Kombouego, il a été informé seulement hier de ce changement et ses camarades n'ont pas eu le temps d'aviser. L'opposition se retire alors, laissant là la majorité. Mais pas de quoi fouetter un chat. Les travaux peuvent reprendre quelques minutes après, à huis clos. Travaux dont les conclusions sont attendues demain mardi. Tirer leçon et capitaliser les enseignements du processus électoral passé, c'est l'objectif de la rencontre entre la CENI et les autres acteurs. Les législatives et présidentielles, faut-il le rappeler, se sont déroulées dans un contexte sécuritaire difficile. La bonne tenue de l'organisation a été tributaire d'un plan de sécurisation élaboré par un comité technique intégrant l'état-major général des armées. L'ouverture des travaux ce 27 septembre avec Gérard Sommet et Sébastien Zong. Comment créer un environnement favorable à l'organisation et à la supervision des opérations électorales dans un contexte sécuritaire difficile?
La Commission électorale nationale indépendante veut tirer leçon de l'organisation des élections présidentielles et législatives de novembre dernier qui a permis l'ouverture de 90% des près de 21 000 bureaux de vote initialement prévus. Une organisation qui s'appuie sur le plan de sécurisation élaboré par un comité technique qui intègre pour la première fois l'état-major général des forces armées. Rappelez-vous que l'an passé, après les élections, on a accusé le comité technique d'avoir choisi délibérément de fermer certains bureaux de vote, alors que tout ce que nous avons fait, ça avait été déterminé au niveau du concept. Il y a eu des critères qui nous ont permis de dire que ce bureau ne peut pas être ouvert ou l'autre pouvait être ouvert. Mais comme tout le monde n'était pas au courant, c'est pour ça, je pense, qu'il y a eu ce mécontentement de certains. Et cette fois-ci, le président de la CENI veut éviter ça. Ces travaux se tiennent dans le cadre du projet Panier commun d'appui au processus électoral du Burkina Faso, mis en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement. Souvent, dans un village, vous avez 1 ou 2 bureaux de vote. Si vous n'arrivez pas à ouvrir, par exemple, un bureau de vote dans un village où il n'y en a qu'un, en réalité, vous empêchez le village de pouvoir être représenté au niveau du conseil municipal. Ce qui fait que justement, il faut que le travail soit meilleur pour permettre à ce que, évidemment, on touche ces unités de base. On ne peut pas gouverner si les gens ne participent pas, ne s'expriment pas. Et la meilleure forme d'expression de la population, c'est les élections. Acteurs politiques, des organisations de la société civile, de la CENI, des forces de défense et de sécurité ont 2 jours pour évaluer la pertinence du dispositif et faire les réajustements appropriés pour favoriser l'expression démocratique. Stagiaires à l'École nationale d'administration et de magistrature, ils ont bénéficié de 45 jours de formation militaire. Au nombre de 543, ils ont effectué ce 27 septembre leur sortie avec une démonstration de leur savoir-faire militaire. Cette touche dans la formation se veut une innovation avec pour objectif d'inculquer les valeurs civiques et d'intégrité. Drissa Traoré, Siriki Milogo et Ismaël Saturnin Paris. 3e promotion des élèves de l'École nationale d'administration et de magistrature INAM en stage militaire. Une promotion forte de 561 agents, dont 543 déclarés aptes à suivre la formation militaire de 45 jours. Aujourd'hui, à travers cette remise symbolique, ils sont certifiés dignes à recevoir leur attestation de fin de formation. La crise de l'autorité de nos jours est sans faille. Et cette formation est la bienvenue pour nous administrateurs, futurs cadres de l'administration. C'est une occasion pour nous d'être des administrateurs de demain, de décideurs pour bâtir notre cher Faso. Pour le premier responsable de l'ENAM, cette formation militaire répond à un souci de l'école, qui est de bien former pour mieux servir la nation. Cela répond à un double souci. D'abord, c'est de reconstruire notre nation à travers les valeurs qui sont essentielles pour tout État. Nous avons tendance à aller regarder chez les autres, plus loin, souvent trop loin, alors que nous avons tous les ressorts et les ressources au sein de nous-mêmes pour construire notre nation. Le stage militaire est un module intégral de l'ENAM. Par conséquent, pour valider sa formation, il va falloir faire un tour gentiment dans ces hauts lieux d'excellence militaire. Ils ont fait l'essentiel de la formation de base et pour que tout en étant énarque, ils puissent partager des valeurs qui font la fierté du Burkinabé, des Burkinabés, des valeurs de discipline, des valeurs d'intégrité, des valeurs d'amour de la patrie, de loyauté, de discipline, autant de valeurs qui responsabilisent l'homme. À cette occasion, les stagiaires ont montré leur savoir-faire à travers notamment un défilé. Ils sont issus de 38 filières de formation et proviennent de 4 nationalités, à savoir le Bénin, le Togo, le Tchad et le Burkina Faso.
Acteurs également du processus de développement et bien entendu de la réconciliation, les jeunes du Burkina, ils sont plusieurs centaines mobilisés par l'ODJ autour du 11e camp de jeunesse. Un camp qui a permis à l'organisation démocratique de former ses membres dans 16 métiers. La clôture ce 25 septembre avec Amadou Ilboudou et Ahadi Sandamba. Démonstration d'une installation en électricité bâtiment à base du solaire, des objets d'art et autres produits locaux transformés. C'est l'échantillon d'une semaine de formation qui est exposé ici. Nous sommes à la clôture du 11e camp de l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso, ODJ. C'est un cadre qui permet à l'ODJ de renforcer les capacités professionnelles de ses membres. À l'occasion de ce camp, on a proposé 14 ateliers de formation professionnelle, donc qui comprennent entre autres la formation en agriculture, la formation en secourisme, la formation en théâtre, la formation à la production d'engrais biologiques, la formation à la fabrication de savon liquide, savon en boule, etc., etc. Donc on a eu au total 14 formations qui ont été proposées à l'ensemble des campeurs. Mais bien avant les ateliers, ces jeunes ont échangé sur l'actualité nationale à travers une conférence. Il s'agit là pour l'ODJ de renforcer le niveau de conscience politique, idéologique et théorique de ses militants et sympathisants. Nous, en tant qu'organisation de combat, une organisation qui est sur le terrain et qui mobilise des couches fondamentales, des laissés pour compte, des ouvriers, des paysans, nous avons senti le devoir donc, de pouvoir échanger avec nos militants sur cette question de la réconciliation nationale. Quels en sont les enjeux réels, les enjeux politiques, et quelles perspectives nous pouvons tirer à la lumière donc, des discussions. Le camp de jeunesse ODJ, c'est aussi un cadre culturel, d'où l'initiation de certains membres au théâtre. À noter que ce camp se tient à quelques jours de la tenue du Forum national de la jeunesse et à l'ODJ de préparer ses membres pour une meilleure participation à ce rendez-vous du donner et du recevoir. En bonne place dans les titres de cette édition, la gestion des faits d'état civil au Burkina. Le sujet est abordé au cours d'un panel en marge de la 76e Assemblée générale des Nations unies. Une rencontre par visioconférence au cours de laquelle la voix du Burkina, au travers de la ministre déléguée à la décentralisation, a partagé son expérience avec les autres panélistes. Le Burkina qui aborde également une nouvelle politique de modernisation de l'état civil. Détail avec Roger Kam et Moumouni Soubeiga. C'est un panel organisé en visioconférence dans le cadre de la 76e Assemblée générale des Nations unies à New York sur les enregistrements de l'état civil. Et depuis Ouagadougou, la ministre déléguée chargée de la décentralisation partage l'expérience du Burkina en matière de modernisation de l'état civil. Au Burkina Faso, l'accompagnement de l'UNESPIA a permis de mettre à contribution 3 observatoires de santé chargés d'investiguer sur les déterminants de l'enregistrement des faits d'état civil. Nous connaissons de nos jours le niveau d'ouverture des communautés à aller vers la digitalisation des enregistrements, mais aussi les facteurs socio-anthropologiques bloquant l'enregistrement systématique des faits. Malgré le contexte sécuritaire difficile qui a placé certaines régions du pays sous le régime d'urgence humanitaire, le pays a su déployer les moyens nécessaires pour poursuivre l'enregistrement des faits d'état civil. Le fait majeur, selon les observateurs, c'est bien le transfert désormais du Centre d'excellence CRD du Canada à l'UNFPA. Une nouvelle donne qui va également profiter au Burkina Faso. C'est très important pour le mandat de l'UNFPA et donc d'accueillir ce centre d'excellence. Ça nous permet d'aller de l'avant dans notre mandat. Il reste juste une décennie avant 2030 où on a l'échéance de nos 3 zéros. 0 décès maternel, 0 besoins non satisfaits en planning familial et 0 violence basée sur le genre et pratiques néfastes. Le gouvernement du Burkina Faso poursuit donc ses objectifs et je pense que nous avons avec ce transfert-là toute la plénitude aujourd'hui pour pouvoir booster l'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques au Burkina Faso. Ce panel se tient sous le slogan « Tout le monde compte, l'état civil universel pour ne laisser personne de côté ». Un au revoir pour un ambassadeur, mais pas un adieu pour un pays. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina est saluée au cours d'une cérémonie d'hommage à l'ambassadeur en fin de mission. 3 années de service
au service de la coopération bilatérale. Et voici M. Soro élevé au rang d'officier de l'ordre de l'étalon. La cérémonie immortalisée par Bernard Kumbelem et Aimé Solange Guigma. C'est une cérémonie empreinte de convivialité organisée par le ministère en charge des Affaires étrangères et de la coopération pour rendre un hommage à l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Burkina en fin de mission. Elle a été marquée par la distinction de l'ambassadeur Kapielesien Soro au rang d'officier de l'ordre de l'étalon du Burkina pour ses efforts consentis pour le renforcement des relations entre les deux pays. L'ambassadeur Soro s'est investi avec son collègue burkinabé qui est à Abidjan en quelques semaines pour travailler de sorte qu'on puisse tenir le 5e traité d'amitié et de coopération à Yamoussoukro. Et ça a été une bonne relance des relations, de fraternité, d'amitié, de coopération entre nos deux pays. Je suis vraiment reconnaissant au président du Faso qui a bien voulu me faire officier de l'ordre de l'étalon. Et je devrais dire aussi que pour ces 5 dernières années que j'ai eu le privilège de passer ici, j'ai été accueilli comme en Côte d'Ivoire. En partant aujourd'hui, vraiment j'ai le sentiment d'une mission pleinement accomplie. Le TAC a beaucoup évolué, les protocoles se sont développés, on en a signé plusieurs. Et je crois que le travail qui reste à faire, c'est de continuer à faire la promotion du sommet en sorte qu'on passe du TAC des sommets des chefs d'État au TAC des populations. Ce fut le lieu de célébrer les valeurs d'amitié, de fraternité et de solidarité qui lient les peuples burkinabés et ivoiriens, facteurs d'intégration sous-régionale et de construction de l'Union africaine. Dans le développement de l'information ce soir, la présence du chef du Parlement burkinabé et une dizaine de présidents et représentants de Parlement amis du Niger à l'ouverture de la session budgétaire de l'Assemblée nationale du Niger. Ce 27 septembre à Niamey, la session a été consacrée à l'examen du projet de loi de finances 2022. Ce fut le lieu pour Alassane Bala Sakandé et ses pairs de s'adresser aux élus nationaux du Niger en insistant sur la nécessité pour les élus de chaque pays de la sous-région d'opter pour une diplomatie parlementaire axée sur le développement. Nous suivons un extrait de son discours avec notre envoyé spécial de retour, Dramandadian. Je suis porteur du message de fraternité, de solidarité de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso, qui me charge de formuler ses vœux de paix et de succès à l'endroit de ses frères et sœurs du Niger, aux plus hautes personnalités du Niger, ainsi qu'à l'ensemble de la classe politique nigérienne. La présence de la représentation nationale du Burkina Faso à la cérémonie de ce jour, à travers ma personne et la délégation que je conduis, va au-delà de la simple courtoisie et du simple principe de réciprocité entre États. Elle s'inscrit plutôt dans une vision et une démarche fraternelle qui puisent leur source dans ce qui rapproche et confond le plus le Niger et le Burkina Faso. En effet, l'histoire, la géographie, la culture et hélas, le présent contexte sécuritaire impose à nos deux États et à nos deux peuples une communauté de destin. Ce destin commun et l'espérance tout aussi commune qui le nourrit doivent fonder nos relations face aux nombreux défis qui se présentent à nos populations. Incarnation de la volonté populaire, nos parlements doivent désormais, sans complexe aucun, revendiquer et assumer la part qui leur revient dans la formulation et à la mise en œuvre des politiques d'intégration des peuples. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, soyez rassurés, je ne suis pas en train de prêcher l'anticonformisme,
Ne voyez donc pas mon propos des velléités d'ingérence dans le champ des compétences de l'exécutif. Loin s'en faut. Mieux, nous les députés, nous avons toujours exprimé notre attachement au principe de la séparation des pouvoirs. Et nos gouvernements respectifs en savent quelque chose. Dans un autre registre, l'on parle de l'initiative présidentielle 1 million de tonnes de riz par an. Très engagée dans l'atteinte de ce résultat, la région de la boucle du Mouhoun, grenier par excellence du pays, elle promet plus de 14 000 tonnes de récolte de la spéculation. Objectif réalisable, comme nous le confirment Gérard Sommet et Ernest Kambiré à l'issue d'un voyage de presse. Ces jours d'entretien au bas-fond rizicole de Fakounan dans la commune de Dédougou, région agricole de la boucle du Mouhoun. En petit groupe, les membres de la coopérative Karawani sont à la tâche. Sur 105 hectares aménagés par le projet d'appui et à la promotion des filières agricoles PAFA, dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle, le riz présente un état végétatif homogène au stade épiaison. Production attendue, 422 tonnes de riz paddy et 28 tonnes de produits maraîchers. Et ici déjà, la gestion post-récolte préoccupe. Nous ne disposons pas de batteuses et de décortiqueuses. C'est notre principale préoccupation. C'est des paquets qui doivent normalement suivre. On ne peut pas demander en fait à des producteurs de faire une production de 40 à 50 hectares sans au moins les donner en fait un rudiment, les rudimentaires en fait pour qu'ils puissent arriver à conduire ces actions-là. Ils auront des batteuses, ils auront en fait avec une possibilité, une décortiqueuse, mini décortiqueuse, et également des équipements de transformation primaire qu'on appelle très souvent des kits de tuvage pour les femmes. Du reste, dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle produire 1 million de tonnes de riz paddy, les producteurs de ce site, tout comme ceux des 120 hectares réalisés non loin de là par le projet de coopération agricole Burkina Faso Chine Populaire, sont bénéficiaires de ce tracteur de 60 chevaux et de sous-projet d'accès au marché. Le projet les appuie en sous-projet d'accès au marché qui les permet d'avoir accès à des intrants. Les femmes sont bénéficiaires de micro-entreprises rurales pour pouvoir faire la transformation et aussi nous finançons les jeunes afin qu'ils puissent devenir des prestataires de services à travers les batteuses et à travers aussi d'autres matériels agricoles. À Nouraoutenga, dans la commune de Touroula, 40 hectares sont aménagés par le PCABF au profit de 118 producteurs majoritairement jeunes. Ici, le système de riziculture intensive SRI est en vulgarisation sur 4 parcelles. La technologie, ça permet d'avoir un bon talage, voilà, et puis une bonne production. Voilà, par rapport au riz où on a mis 3 plants par bouquet. Visiblement, autant d'éléments d'appréciation pour dire que la mise en œuvre de l'initiative présidentielle est effective dans la boucle du Mouhoun, grenier du Burkina par excellence. Et pour cette campagne risicole en cours, d'importantes infrastructures de production ont été réalisées, du matériel et des équipements de mécanisation apportés. En chiffres, environ 1000 hectares de bas-fonds ont été aménagés avec l'appui des différents projets et programmes du ministère de l'Agriculture pour près de 3000 hectares de nouveaux sites labourés au profit des producteurs avec un objectif de production de 144 000 tonnes, soit 17% de la production nationale. Cette année, nous espérons avoir en tout cas des rendements meilleurs. Et étant donné que les superficies sont largement au-delà de ce qu'on avait fait l'année passée, voilà, c'est une campagne risicole et à tout point de vue qui est meilleure que celle de l'année passée. Le potentiel existe, l'engagement et l'engouement des acteurs terrains réels. Reste à la générosité de Dame Nature de s'accomplir pour que les rendements soient à l'échelle des attentes. Du reste, avec le retour des précipitations ces derniers jours, l'espoir d'une bonne campagne risicole est permis. Annoncé en titre, nous y sommes. Il s'agit de votre rubrique mensuelle, une semaine A. Pour aujourd'hui et les 6 jours à venir, nous partons à la découverte de la commune urbaine de Gourcy. Située dans la région du Nord, c'est aussi le chef-lieu de la province du Zondoma. Gourcy compte 5 secteurs et 40 villages. Peuplé majoritairement de Mossi, sa population était estimée en 2019 à plus de 117 000 habitants. Carte postale détaillée et signée Lassina Ouattara et Ahadi Sandamba.
Situé à 135 km au nord de Ouagadougou sur la route nationale numéro 2 sur l'axe Ouagadougou-Ouégoya, le département de Gourcy couvre la partie centrale de la province du Zondoma. Nous sommes dans la région du Nord. C'est une ville qui est située à 42 km au sud de Ouégoya, chef-lieu de la région. Gourcy est limité au nord par Leba, qui est une commune de la province, et la commune de Zobré qui est du Yatenga. À l'ouest, il y a la commune de Lankoué, qui est du Sou, et la commune de Poussou, qui est du Zondoma. À l'est, elle est limitée par deux communes de la province, à savoir Bassi et Tourou. Au sud, par les communes de Passoré, à savoir Yako et Gomponson. Le territoire départemental s'étend sur une superficie de 698,13 km², soit 35% de la superficie de la province du Zondoma. Sous-préfecture depuis juillet 1974, c'est en 1983 que Gourcy sera érigé en département. Ce n'est qu'en 1996, avec l'adoption de la loi numéro 0996 ADP, portant création et dénomination des 15 nouvelles provinces, que le département de Gourcy a été érigé en province, dénommée province du Zondoma, avec chef de Gourcy. À l'instar de tous les chefs-lieux de province, Gourcy a été érigé en commune urbaine avec plein exercice. La commune urbaine de Gourcy compte 5 secteurs et 40 villages. Au dernier recensement général de la population de l'habitant en 2019, la commune de Gourcy comptait 117 740 habitants répartis dans 12 315 ménages. L'économie de la commune repose essentiellement sur l'agriculture, l'élevage, le commerce et l'orpaillage. Gourcy ou encore l'égrenage traditionnel du coton s'appelait autrefois Suidotenga, une ville fondée par des habitants venus de Nadjala, actuelle province du Boulkiemde. C'est d'ailleurs de là qu'est parti le royaume du Yatenga, d'où l'appellation de la cité de Naba Yadega. Cours d'histoire avec comme prof deux passionnés, Siela Sinawatara et Ahadi Sandamba. Au commencement, Gourcy était peuplé par des Ninissi, des Kipsi et des Nyonyosé. Et ses premiers habitants seraient venus de Nandiala dans l'actuelle province du Boulkiemde. Au fil du temps, les conquérants Mossé viendront par vagues, notamment Naba Yadega, ainsi que d'autres princes frustrés ou mécontents de leur situation dans leur royaume d'origine. La tradition orale dit que ce sont des gens de quartier Bonwero qui l'ont créé. Et ensuite sont venus successivement, par vagues successives, un certain nombre de mécontents, d'exclus ou en tout cas des princes qui ont échoué un peu partout. Donc ils se sont reconnus à Naba Yadega. Il y a beaucoup qui ont immigré. Il y a des gens du plateau central, du centre-est, un peu partout. À titre d'exemple, je vous donne, il y a même des quartiers Ganzourou ici, ils viennent des Zorro. Ils sont les plus nombreux d'ailleurs, ceux qui viennent du plateau central. Moi qui vous parle, par exemple, nous sommes venus de Ouagadougou avec Naba Yadega. C'est pour ça que nos parents, c'est eux qui connaissent un peu le secret des fétiches, c'est les gardiens du temple. Il s'agit du quartier Bingo. Ce sont eux qui gardent les fétiches de Gourcy ainsi que ceux du royaume du Yatenga. Ville cosmopolite, Gourcy, qui signifie l'égrenage traditionnel du coton, s'appelait autrefois Suidotenga. Le nom Gourcy vient du fait qu'ici les femmes égrenaient le coton pour en faire des tissus. Gourcy, c'est l'acte d'égrener le coton à l'aide d'une pierre et d'un fer, selon la tradition. Les faits remontent au début du XVIe siècle. C'était sous le règne de Naba Warman, précise la tradition orale. Et des sources racontent qu'à l'arrivée du colon, ce sont des femmes en train d'égrener le coton qu'il a rencontré. À la question de savoir où il était, les femmes ont répondu Gourcy, croyant que le colon voulait savoir ce qu'elles étaient en train de faire, à savoir l'égrenage du coton. Et c'est ainsi que le nom Gourcy est resté. Suite donc de l'aventure à Gourcy, demain dans vos différentes éditions.
Plus de 97 millions pour avoir forcé la chance. C'est le bonheur qui s'offre à un heureux parieur de la Lonabé. Ce 24 septembre, il a reçu son chèque sous l'auréat de Roger Cam et Oumou Sissé. Plus de 91 millions de francs CFA, c'est le gain du 4+1 du 17 septembre dernier. Pour avoir misé 600 francs CFA, André Tassambedo reçoit cette cagnotte de la Loterie nationale burkinabé. Trop tôt pour dire la nature de son investissement, mais le nouveau millionnaire entend utiliser rationnellement ses gains. J'ai beaucoup souffert dans la vie et Dieu m'a aidé. Grâce à cet argent, je vais investir et faire fructifier mes affaires. La remise de ce lot n'est ni la première ni la dernière. Elle témoigne une fois de plus de l'engagement de la Loterie nationale burkinabé à accompagner toujours les parieurs qui sont de potentiels gagnants. Nous souhaitons qu'il en fasse bon usage. L'accompagnement que nous pouvons faire, c'est juste les conseils. Nous souhaitons que M. Tassambedo mûrisse son projet et qu'il fasse fructifier son argent pour sa famille, pour ses proches et pour le Burkina Faso. Tentez la chance, vous serez un jour parmi les millionnaires. Cette remise de gros lot de la Lonabé intervient après celle de 144 millions de francs CFA la semaine dernière. Et la Lonabé d'inviter les parieurs à tenter toujours leur chance. Voilà, une cagnotte de 91 et non de 97 millions. Cet autre heureux qui voit la concrétisation d'une promesse à lui faite par le gouvernement. Il s'agit de notre champion du monde de l'orlift, Iron Bibi. Ce 23 septembre, il est entré officiellement en possession de sa villa, des clés reçues des mains du directeur général du CGC. Le témoignage de Mané Kahien et Ismaël Saturnin Paré. Les premiers pas de Iron Bibi dans sa villa. Une villa de type F4 remise ici par le centre de gestion des cités CGC au nom du gouvernement burkinabé. Cette récompense fait suite à la nouvelle performance de Cheikh Al-Hassan Sanou qui a battu un nouveau record mondial en soulevé de bûches avec une charge de 229 kg. Et la remise de cette villa est un véritable motif de satisfaction pour l'homme le plus fort du monde. Je tiens d'abord à remercier toute la population burkinabé pour le soutien depuis mes débuts. Et aussi, je remercie le gouvernement pour ce beau cadeau. Maintenant, physiquement, j'ai pu voir la villa et je suis très content. C'est une belle villa. Et comme je l'ai dit, c'est pour tout le peuple burkinabé. Ce n'est pas juste ma maison. Donc c'est notre maison et ça m'encourage à aller de l'avant. D'une valeur de 30 millions de francs CFA, cette villa située au secteur 18 de Bobo-Dioulasso comporte plusieurs commodités. On a été mandaté par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville pour donner de façon matérielle la villa que le gouvernement a promis par une remise symbolique que le Premier ministre, son Excellence, a eu à faire il y a moins d'une semaine. Donc à partir de ce matin, c'est sa villa, c'est une villa F4. Donc ça veut dire que ça fait 3 chambres, 2 salles d'eau, un grand salon et puis une cuisine interne. Iron Bibi dit placer l'acquisition de sa villa sous le signe de l'espoir. Elle sonne aussi comme une invite à aller à la conquête d'autres titres pour toujours hisser les drapeaux du Burkina Faso partout dans le monde. On aborde à présent le 4e rendez-vous des rencontres musicales africaines. Du 14 au 16 octobre, les professionnels de plusieurs pays d'Afrique mèneront la réflexion sur des questions liées à l'économie de la musique. Plusieurs activités sont prévues pour meubler la rencontre, activités que nous présente Adama Guiti et Marguerite Douaniou. La 4e édition des rencontres musicales africaines se tiendront du 14 au 16 octobre 2021 à Ouagadougou. Les organisateurs portent l'information à la connaissance des journalistes, une conférence de presse qui permet aussi de décortiquer le thème du rendez-vous musical qui parle rémunération pour copie privée, moteur pour la création musicale en Afrique. Une thématique qui traite de l'évolution digitale et support numérique
et qui invite à une réflexion sur l'avenir de l'économie de la musique. Aujourd'hui, la copie privée aide beaucoup le Burkina, notamment au BBDA. Vous savez, des artistes, il y a un fonds qui aide les artistes à avoir des crédits, à produire leurs œuvres, à faire des dédicaces, à produire des clips, à produire des chansons. Et donc ce fonds-là vient donc des collectes de la copie privée. C'est pour ça que nous pensons que la copie privée peut booster la création et c'est un moyen important de booster la création sur le continent africain. Plusieurs innovations sont annoncées pour les 4e REMA pour un renforcement de la création en Afrique. Les REMA 2021 cette année, c'est donc 10 showcases qui auront lieu donc chaque soir à partir du 14. Les REMA, c'est donc la cérémonie d'ouverture le 14 octobre à Canal Olympia. Donc cérémonie d'ouverture avec ponctuée d'allocutions, de concerts. Et puis les REMA cette année aussi, c'est donc 2 panels. C'est les keynotes à l'Institut français. Et cette année, on aura donc tous les professionnels de la musique du continent à Ouagadougou. Les REMA se veulent un cadre de discussion pour apporter d'éventuelles solutions aux problèmes que rencontrent les professionnels de la musique en Afrique notamment. Hors de chez nous, le Mali pourrait s'acheminer vers un report des élections initialement prévues pour février 2022. La possibilité est évoquée par le Premier ministre pour Choguel Maïga. Le calendrier fixé par la CEDEAO ne tient pas forcément compte des réalités terrain. Au Mali, attendu aux urnes en février 2022 pour les présidentielles et les législatives, les électeurs devront peut-être prendre leur mal en patience. Le Premier ministre de transition n'exclut pas un report du scrutin de quelques semaines ou mois afin de mieux préparer ces rendez-vous. Je pense qu'il vaut mieux organiser des élections apaisées, reconnues par tous, plutôt que d'organiser des élections avec des contestations au bout qui vont nous conduire peut-être à un autre soulèvement, à une autre transition dont personne ne connaît la fin. Mais une fin que les Maliens connaissent depuis quelques jours, c'est celle de l'engagement militaire de la France dans leur pays. Paris a décidé de réorganiser sa présence militaire autour d'un dispositif plus serré, une pilule amère pour le Premier ministre malien. Nous avons été abandonnés en plein vol, je l'ai dit hier très clairement, parce que nous avons un accord qui nous lie quand même à la France, un accord écrit. On ne peut pas se désengager de cet accord sans même nous aviser. Ce n'est pas les médias que nous apprenons que la France a décidé d'arrêter unilatéralement ses opérations militaires avec l'État malien. En quête d'alternatives, à Bamako, la piste de la société privée russe Wagner prend de l'ampleur. Le pays brandissant sa souveraineté. L'objectif de notre gouvernement, c'est d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Ça, c'est la principale mission d'un gouvernement. Et donc, lorsque des zones sont abandonnées, lorsqu'on nous abandonne en plein vol, qu'est-ce qui nous reste? Que de chercher des alternatives. Une option décriée par la France, partenaire stratégique du pays. Mais à Bamako, la piste russe est saluée par la rue, qui ne cache plus son hostilité envers l'ancienne puissance colonisatrice. Voilà donc qui referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.